Bonjour à toutes et à tous, je suis Cynthia Forit et voici Célia Michaud. Alors je m'excuse pour la qualité de mes cordes vocales, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la présentation. En tout cas, on est très contents d'être aujourd'hui ici toutes les deux pour vous parler de notre travail de thèse qui porte sur les réorganisations visio-cognitives dans la dégénérescence maculaire. Et Célia s'intéresse particulièrement à l'étude de la perception du mouvement. Et pour ma part, je m'intéresse à l'étude de la perception des scènes visuelles. Et j'ai oublié de dire, pardon, c'est un projet qui est financé par l'ANR et qui est un projet multicentrique. Donc c'est pour ça qu'on est ici toutes les deux aujourd'hui. Célia s'occupe du protocole à Toulouse et moi je m'en occupe ici à Grenoble. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la dégénérescence maculaire ? C'est la première cause de cécité dans nos pays avec une population vieillissante. Et la forme de dégénérescence maculaire la plus fréquente, dont je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou plus souvent dénommée la DMLA. Donc c'est une forme qui apparaît avec le vieillissement et qui est très fréquente puisqu'elle touche environ une personne sur 4 de plus de 75 ans, oui, en France. Sa forme juvénile, c'est la maladie de Stargardt. Elle est moins fréquente puisqu'elle touche environ une personne sur 10 000 et elle se développe chez des personnes qui sont plus jeunes. Dans les deux formes de dégénérescence maculaire, les symptômes sont relativement similaires et ils vont être causés par une dégénérescence de la macula, qui est la partie centrale de la rétine, ici. Et je pense que le meilleur moyen pour que vous vous rendiez compte de ce que sont les symptômes dans la dégénérescence maculaire, et surtout pour que vous voyez à quel point ils peuvent être handicapants pour les patients, et notamment dans leur vie quotidienne, c'est de vous mettre dans les conditions réelles de la vision de ces patients. Donc les principaux symptômes que l'on retrouve, ce sont des métamorphopsies, on ne voit pas très bien, mais ce sont des déformations du champ visuel. Et puis on retrouve également une perte de vision centrale. En fait, on va avoir une apparition d'un scotome central, cette grosse tache noire. Donc en fait, les patients vont perdre la vision centrale et la vision des détails. Donc on a une notion importante qui est celle du scotome. On a également deux autres notions qui sont importantes dans cette pathologie. La première étant le PRL, donc c'est le locus rétinien préféré. Ça correspond à une nouvelle fixation qui va remplacer la fovea puisqu'elle n'est plus utilisable. Donc concrètement, ces patients, si on leur demande de regarder ce qui se passe au niveau du milieu de cette route, s'ils regardent droit devant, donc leur vision va être masquée par le scotome. Ils vont donc devoir utiliser leur vision périphérique et donc décaler leur regard par exemple sur la droite et utiliser donc ce nouveau point de fixation qu'on appelle le PRL. La position du PRL elle va varier suivant les personnes, mais également parfois suivant les tâches qu'ils vont réaliser. On a une deuxième notion importante, c'est la ZPL, pour zone de projection de la lésion, qui correspond à la zone corticale qui est responsable du traitement de l'information visuelle centrale, donc qui est perdue. Donc concrètement, au niveau de la rétine, les cellules atteintes par la dégénérescence ne vont plus pouvoir transmettre d'informations au niveau du cortex visuel, au niveau de la ZPL. Et donc on pourrait penser en tout cas que cette ZPL soit totalement inactive, puisqu'elle ne reçoit plus d'informations. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une étude notamment de Becker qui a montré que cette ZPL allait être réactivée chez un patient atteint de dégénérescence maculaire. Donc pour bien comprendre, cette ZPL normalement ne s'active que lors de la présentation de stimuli centraux et va être là réactivée par la présentation d'un stimuli périphérique. Donc c'est un premier indice quant à une possible réorganisation corticale chez ces patients atteints de dégénérescence maculaire, qui est cependant ici sur des aires de bas niveau. Il y a d'autres études qui s'intéressent à ce qui se passe sur des aires de plus haut niveau, notamment dans MT, qui est une aire donc responsable du traitement du mouvement, mais ce sont des études restreintes à des modèles animaux. On a par exemple une étude de Burna qui s'est intéressée à l'impact de lésions de rétine au niveau central, qui a montré donc une augmentation de l'activité dans MT, mais également une augmentation dans des performances de certaines tâches de perception du mouvement. Nous, ce qu'on cherche à voir avec ce projet, c'est de voir ce qui se passe cette fois chez l'humain, dans ces aires de plus haut niveau, et donc dans notamment HMT+, qui est responsable du traitement du mouvement. Et concernant la perception visuelle de scène, l'équipe de recherche de Carole Perrin, qui travaille ici au LPNC, elle s'est intéressée au lien entre la présence du scotome central dans la dégénérescence maculaire et le traitement des fréquences spatiales. Alors pourquoi le traitement des fréquences spatiales ? Parce qu'on sait que ce traitement n'est pas homogène sur la rétine.
En fait, au centre de la rétine, on va avoir une majorité de cellules rétiniennes P parvocellulaires qui vont être sensibles aux hautes fréquences spatiales. Et c'est pour ça que vous voyez très bien, très net en vision centrale. Mais par contre, plus on s'éloigne de la rétine centrale vers la rétine périphérique, plus on va retrouver une majorité de cellules rétiniennes M, magnocellulaires, qui, elles, sont plutôt sensibles au traitement des basses fréquences spatiales. C'est pour ça que vous ne voyez pas très bien en vision périphérique. Et comme dans la dégénérescence maculaire, l'atteinte elle se situe au niveau de la vision centrale, les auteurs faisaient l'hypothèse que les patients devraient présenter des déficits pour traiter les hautes fréquences spatiales, mais qu'ils ne devraient pas avoir de difficultés pour traiter les basses fréquences spatiales. Et pour tester cette hypothèse, les auteurs ont utilisé des scènes qui étaient filtrées soit en basse fréquence spatiale, soit en haute fréquence spatiale. C'était des scènes qui étaient assez grandes pour être perçues dans la vision restante des patients. Et les patients avaient pour tâche de catégoriser ces scènes comme étant soit des scènes d'intérieur, soit des scènes d'extérieur. Les résultats vont dans le sens des hypothèses qui avaient été faites par les auteurs, puisque les patients présentaient des déficits pour traiter les scènes filtrées en haute fréquence spatiale, mais ils n'avaient aucune difficulté à traiter les scènes filtrées en basse fréquence spatiale. Et les auteurs, cette même équipe de recherche, elle a ensuite réalisé une étude en IRMF pour étudier les corrélats cérébraux qui étaient liés à ces capacités visuelles. Et ce qu'ils ont observé, c'est de façon cohérente avec les résultats comportementaux. Quand on présentait des scènes filtrées en basse fréquence spatiale aux patients, on n'observait aucune activation cérébrale au niveau du cortex visuel des patients. Par contre, quand on leur présentait des scènes filtrées en basse fréquence spatiale, on observait bien des activations dans les zones du cortex qui sont connectées à la vision restante périphérique chez ces patients. Et de manière plus intéressante, mais seulement chez un patient dans cette étude, les auteurs ont observé une activation dans la zone de projection de la lésion quand on présentait des scènes filtrées en basse fréquence spatiale. Ce résultat est très intéressant puisqu'il suggère qu'il y aurait possiblement des réorganisations cérébrales chez les patients atteints de dégénérescence maculaire. Donc le premier but de ce projet, ça va être dans un premier temps de mettre en évidence des réorganisations corticales qui sont spontanées, donc qui vont se mettre en place dès l'apparition de la pathologie. Pour ça, on va réaliser divers tests en psychophysique et en IRM fonctionnel, à la fois chez des patients, mais également chez des contrôles à qui on va projeter un scotome artificiel. Et le deuxième but, ça va être de voir si, avec l'apprentissage perceptif, on va pouvoir induire une plasticité corticale. Donc cet apprentissage perceptif, ça va leur permettre de s'entraîner sur leur vision résiduelle, donc la vision périphérique. Il va s'étaler sur 4 semaines, à hauteur de 3 sessions par semaine. Et on va donc travailler sur des tâches de perception de mouvement et des tâches de perception de scène. Et à la fin de cet apprentissage, on va refaire les mêmes tests qu'en pré-apprentissage pour pouvoir comparer l'évolution. Donc c'est un projet qui est en cours. On a pour l'instant 9 patients qui ont complété le protocole et dont on va vous présenter les résultats juste après. Mais pour l'instant, je vais vous présenter un petit peu les expériences qu'on a mises en place. Donc on a une première tâche de discrimination de direction de mouvement. Donc en fait, on va présenter aux participants un nuage de points dans lequel on va moduler la cohérence. La cohérence, ça correspond au pourcentage de points qui va dans une même direction. Par exemple, si on a une cohérence de 60%, 60% des points vont aller dans la même direction et les 40% restants vont aller dans une direction aléatoire. Donc là, on va adapter la tâche aux performances, donc on va partir avec une certaine cohérence. Si le participant a bon, on va augmenter la difficulté, donc en diminuant la cohérence pour rendre la perception plus difficile. Ça nous permet d'avoir à la fin de l'exercice un seuil de cohérence où on estime qu'on a environ 80% de bonnes réponses à cette cohérence-là. On espère voir au fil de l'apprentissage une diminution de ce seuil, donc qui indiquerait une augmentation, une amélioration des performances. Pour voir si l'effet de l'apprentissage peut se généraliser à des tâches plus complexes, on a introduit une deuxième tâche qui est une tâche de MOT ou de suivi de poursuite de plusieurs objets. Là, le but pour le participant, ça va être d'identifier des cibles. Donc on va avoir 2 conditions, 3 cibles parmi 6 balles au total ou bien 4 parmi 8 balles au total. Ils vont devoir donc les identifier, les mémoriser et les suivre pendant une période de mouvement qui dure à peu près 10 secondes. Et la réponse à la fin qu'ils doivent donner, c'est si, oui ou non, la balle qui s'illumine en rouge était une des balles cibles qu'il a dû suivre depuis le début.
Donc sur cette tâche-là, on n'a aucun entraînement. On va la réaliser avant et après l'apprentissage, donc seulement 2 fois. Et si on a quand même une amélioration dans ces performances, on pourra dire en effet que l'apprentissage peut se généraliser à des tâches autres que pour les tâches qu'on s'est entraîné. Et concernant la tâche de perception de scène, donc on a utilisé le même paradigme que celui que je vous ai présenté de notre équipe de recherche. Donc on a pris des images de scène filtrées en basse et en haute fréquence spatiale. Et les patients avaient pour tâche de catégoriser ces scènes comme étant soit des scènes d'intérieur, soit des scènes d'extérieur. Et ici, contrairement aux études précédentes, on demandait explicitement aux patients de fixer la croix rouge au centre des images avec leur PRL, donc avec leur nouveau point de fixation. Les patients réalisaient donc cette tâche avant, pendant l'apprentissage et après l'apprentissage perceptif. Et on a mesuré pour chaque patient leur taux de bonne réponse avant et après l'apprentissage pour pouvoir comparer les performances. Au niveau des hypothèses, on s'attendait à ce qu'avant l'apprentissage, les patients soient meilleurs pour catégoriser les scènes filtrées en basse fréquence spatiale que pour catégoriser les scènes filtrées en haute fréquence spatiale. Et on s'attendait à ce que l'apprentissage perceptif améliore les performances des patients pour catégoriser les scènes filtrées en haute fréquence spatiale surtout. Au niveau des hypothèses en IRMF, on s'attendait à ce qu'avant l'apprentissage, eh bien, on retrouve des activations plus importantes au niveau occipito-temporal chez les patients quand ils traitaient les scènes filtrées en basse fréquence spatiale que quand ils traitaient les scènes filtrées en haute fréquence spatiale. Occipito-temporale, puisque ce sont des régions qui sont impliquées, entre autres, dans la reconnaissance des scènes visuelles. Et puis du coup, on s'attendait à ce qu'après l'apprentissage, les patients présentent une augmentation des activations occipito-temporales lors du traitement des scènes filtrées en haute fréquence spatiale principalement. Donc on va vous présenter maintenant les résultats préliminaires qu'on a obtenus sur nos 9 patients. Donc, premièrement, concernant la tâche de discrimination de direction de mouvement. Donc là, ce qu'on voit, c'est en ordonnée le seuil de cohérence. Donc plus il est élevé, moins la performance est bonne. Avant, après l'apprentissage, et chaque couleur représente donc un participant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une grande variabilité dans les performances, mais en tout cas, on a quand même une diminution de ce seuil après l'apprentissage. Donc on a bien un apprentissage perceptif qui est efficace dans cette tâche-là. Maintenant, est-ce que son effet il peut être généralisé à des tâches plus complexes? Donc si on regarde les résultats pour la tâche de Mott, donc là on voit à gauche la condition avec 3 cibles sur 6 et à droite la condition avec 4 cibles sur 8. Ce qu'on regarde maintenant en ordonnée, c'est le pourcentage de bonnes réponses, toujours avant et après apprentissage. On note déjà premièrement que la tâche avec les 4 cibles est plus dure, ce qui est les pourcentages de bonnes réponses est plus faible, ce qui est normal puisque ça rajoute un poids cognitif. Et si on regarde maintenant l'évolution entre avant et après l'apprentissage, on a l'impression peut-être de voir une légère tendance à l'amélioration, mais qui est néanmoins non significative. Alors ce manque de significativité il peut être dû au fait qu'on a simplement 6 patients qui ont pu effectuer la tâche sur les 9, donc un échantillon très petit. Donc il est encore trop tôt pour vraiment conclure sur un possible effet de généralisation, mais ça sera des études à poursuivre. Et enfin, si on s'intéresse maintenant aux résultats en IRM fonctionnel, donc là j'ai pris juste l'exemple d'un participant. Donc c'est un participant pour qui l'apprentissage perceptif a été très efficace sur la tâche de discrimination de direction de mouvement. Donc on peut voir le graphique, donc c'est l'évolution de son seuil de cohérence en fonction des semaines, donc qui a fortement baissé. Et on a représenté également son champ visuel, juste en dessous. Donc en fait schématiquement, on a représenté un écran qui représente 20 degrés d'angle visuel par 15. Donc c'est ce qu'il voit à l'IRM. Donc on a la croix au centre qui représente bien sûr le centre de l'écran, mais également la position de leur PRL, puisqu'on leur a indiqué de regarder ce qui se passait au centre de l'écran. Et on a donc le point rouge qui représente sa fovea. Donc pour ce patient, il va décaler son regard complètement à droite pour pouvoir voir ce qui se passe au centre de l'écran. Et donc toute la partie claire, c'est l'étendue de son scotome, donc toute la partie qu'il ne voit pas de l'écran. Si on regarde maintenant les activations qu'on a trouvées, donc nous on a fait un localizer de HMT+, entre autres. Donc pour faire cette analyse, donc on a en fait présenté des blocs où on montrait du mouvement 100% cohérent et des blocs où on montrait des points statiques. Et en faisant un contraste, ça nous permet de faire ressortir les aires qui s'activent uniquement
lors de la présentation du mouvement. Donc on retrouve HMT+, et heureusement, on retrouve également d'autres aires connues dans la littérature qui sont responsables du traitement du mouvement. On a V3A, VIP, PSTS et V6 également, que je n'ai pas montré ici. Donc on a un traitement du mouvement qui est préservé chez ces patients. Maintenant, est-ce qu'on a un changement au niveau fonctionnel quand on compare ce qui se passe avant et après l'apprentissage? Là, c'est plus compliqué. Donc là, on a l'impression, donc là, on regarde maintenant les activations post-apprentissage. On pourrait dire peut-être qu'il y a des activations qui sont moins étendues. Ce n'est pas un résultat qui est systématique chez tous les participants. Parfois, on a l'inverse. Là, il me reste encore des analyses à faire pour vraiment comparer ce avant-après. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire de conclusion sur les résultats fonctionnels, mais en tout cas, à vue d'œil comme ça, et en regardant un petit peu tous les participants, on dirait qu'il n'y a pas de changement fonctionnel. Et pour les résultats préliminaires sur la tâche de perception de scène, ici vous avez les pourcentages de bonnes réponses moyens. Lors de la catégorisation des scènes filtrées en basse fréquence spatiale, lors de la catégorisation des scènes filtrées en haute fréquence spatiale, avant l'entraînement et après l'entraînement. Et chaque point représente un patient. Donc avant l'entraînement, déjà ce qu'on peut noter, c'est que les patients étaient meilleurs pour catégoriser les scènes filtrées en basse fréquence spatiale que pour catégoriser les scènes filtrées en haute fréquence spatiale. Donc ça, on s'y attendait. Pardon. Oui, et ce résultat, pardon, il est significatif d'ailleurs. Et j'ai oublié quelque chose, pardon. Et ce qu'on note aussi, c'est que les patients s'améliorent après l'apprentissage, que ce soit à la fois pour catégoriser les scènes filtrées en basse fréquence spatiale et pour catégoriser les scènes filtrées en haute fréquence spatiale. Concernant les résultats en IRMF, donc là je vous présente les résultats pareil, très préliminaires d'un seul patient, qui est le même que celui que Célia vient de vous présenter. Ce sont des résultats extrêmement descriptifs. On n'a pas poussé les analyses très loin pour le moment. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'avant l'apprentissage, donc là vous avez les activations uniquement quand le patient est en train de réaliser un bloc de catégorisation de scènes filtrées en basse fréquence spatiale. Et en bas, ce sont les activations quand le patient est en train de réaliser un bloc de catégorisation de scènes filtrées en haute fréquence spatiale. Donc ce qu'on peut noter avant l'apprentissage, c'est qu'on a des activations occipitotemporales qui sont plus importantes lorsque le patient est en train de catégoriser des scènes filtrées en basse fréquence spatiale que lorsque le patient est en train de catégoriser des scènes filtrées en haute fréquence spatiale. Et ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'il semble y avoir une augmentation des activations occipitotemporales après l'entraînement par rapport à avant l'entraînement, à la fois pour les basses fréquences spatiales et pour les hautes fréquences spatiales. Pour conclure très rapidement, donc on a vu que l'apprentissage perceptif il était efficace donc, sur nos deux tâches, à la fois de perception de mouvement et de perception des scènes, donc ce qui laisse un espoir pour ces patients qui n'ont pour seul espoir donc, la rééducation visuelle, puisqu'on n'a pas de traitement. Sur l'effet de généralisation, donc c'est encore trop tôt pour conclure, mais on a quand même des résultats encourageants, donc on va pousser, notamment en recrutant d'autres participants. Et voilà, comme on l'a répété, c'est un projet qui est en cours. Merci. Donc il nous faut encore poursuivre les acquisitions. Les analyses qu'on a vues étaient pour l'instant très préliminaires, surtout en IRM fonctionnel. Et donc on veut augmenter notre nombre de participants patients et surtout donc faire passer les contrôles qui sont actuellement en cours de passation. Et enfin, pour terminer, on voudrait remercier toutes les personnes qui sont incluses sur ce projet, à la fois à Grenoble et à Toulouse. Et merci à vous de votre attention.